La jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. Que dire de celle de la République démocratique du Congo? Les choix entre l'entrepreneuriat et la politique pour améliorer la vie sociale de la population congolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Et maintenant, on fait comment? Sur ce plateau, je reçus pour vous en Gênes, avec qui nous allons parler de la vie sociale des Congolais sur tous les plans, de la jeunesse congolaise face à la politique, et puis de la situation sécuritaire en RDC, plus précisément à l'est de la RDC. Bonsoir, monsieur Eddy Yav. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur national du panel d'experts de la résolution 2250, chapitre de la RDC. Exactement, c'est cela. Et ça veut dire quoi, panel d'experts, si vous pouvez quand même nous expliquer, parce que... Merci beaucoup, chers journalistes, de nous avoir conviés à cette émission dont nous avons beaucoup d'admiration. Le panel des experts de la 2250, la résolution 2250 est une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les jeunes l'appel à la sécurité. Il conviendra qu'à un certain moment donné de la vie, on avait constaté qu'il y avait une montée en puissance de la violence dans le monde des jeunes. C'est comme ça que le 9 décembre 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait décidé à l'unanimité de mettre en place une décision qu'on appelle résolution 2250 qui s'occupe des questions des jeunes de la paix et la sécurité. C'est une décision du Conseil de sécurité qui fait participer les jeunes à tout ce qui est processus de paix, à tout ce qui est recherche de la paix à travers le monde. Et donc, en RDC, il a été mis en place ce chapitre-là, donc cette organisation qu'on appelle le panel des experts de cette résolution, qui existe à travers beaucoup de pays en Afrique, et la RDC a son chapitre qui est coordonné par votre modeste intervenant en cette émission que nous sommes. Et donc, c'est à ce titre-là que nous sommes coordonnateurs national pour la République démocratique du Congo. Sinon, dès l'entrée du sujet, la jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. Est-ce que vous croyez que la jeunesse congolaise d'aujourd'hui peut assurer la relève du futur? Moi, je voudrais plutôt rectifier ce paragraphe que la jeunesse est avenue de demain. Je crois que c'est un paragraphe qu'on a déjà changé dans le concept parce que nous travaillons sur les questions des jeunes pendant beaucoup d'années. Quand on dit que la jeunesse est l'avenir de demain, cela tout simplement veut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse ne participe pas. Elle participera demain. Si la jeunesse va participer demain aux instances de prise de décision, ça veut dire que la République démocratique du Congo, à travers tous ses responsables institutionnels, devrait arrêter de signer les protocoles, les chartes, etc. Parce que quand vous lisez la Charte africaine de la jeunesse, en son article 11, il est demandé aux États partis, ça veut dire à tous les États de l'Union africaine, de pouvoir placer les jeunes aux instances de décision. Et qui parle jeunes, c'est toute personne comprise entre 15 et 35 ans. Et donc, l'avenir de demain se prépare maintenant. On ne peut pas demander à quelqu'un de devenir leader si on n'a pas eu le temps de le préparer. Et donc, l'avenir de demain, ce n'est pas notre concept, nous, en tant que composants de jeunesse. L'avenir de demain se prépare aujourd'hui et c'est aujourd'hui que les jeunes se mettent au travail. Et donc, par rapport à tout ce que nous faisons comme travail, nous avons fait un effort pour pouvoir pousser les jeunes très tôt à pouvoir renforcer leur leadership. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, d'adolescents qui déjà par le départ, ils sont à l'école primaire aux humanités, essayent de dénicher les talents qui sont cachés en eux et essaient de les mettre à la place publique et l'humanité essaie de les capitaliser. Et donc on essaie de faire ça. Et si peut-être répondre à cette question, donc cette jeunesse, vous croyez que non peut avoir la relève en fait, bien évidemment. La jeunesse assure la relève pour preuve. Mais dans quelle mesure cette jeunesse peut rassurer la relève de demain? Il y a beaucoup. Et dans quel domaine par exemple? Il y a beaucoup de paramètres qu'il faudra prendre en compte. Si vous voulez que la jeunesse participe à la relève, il faut l'éduquer. Il faut que l'éducation soit un élément moteur pour que ce jeune sur qui on voudrait que la relève soit faite soit entretenu. Donc, il doit être quelqu'un d'éduqué. Il faut amener les enfants à l'école. Et je félicite le président de la République. Il dit que
la gratuité de l'enseignement doit être obligatoire. Quand vous êtes dans d'autres pays, à travers le continent, vous voyez que même le chauffeur vous parle anglais. Vous croyez à la gratuité de l'enseignement? Nous y croyons, bien évidemment, parce que c'est constitutionnel. Et si on revient peut-être au passé, vous pensez que l'enseignement a baissé ou la qualité de l'enseignement a augmenté? Je dois vous avouer que la qualité de l'enseignement a légèrement baissé par rapport au fait que ce que nous voyons, surtout dans l'arrière-ville, c'est écœurant. J'ai travaillé ici à côté du Palais du Peuple. C'était un samedi. J'ai vu des enfants qui quittaient de l'école en uniforme. Il était midi, s'il vous plaît. Et ils se jetaient des pierres, comme les fameux Koluna dont on parle, dont on décrit le comportement. Et moi, j'ai eu très mal. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Ce qui veut dire que l'avenir de demain est en danger. Parce que cette jeunesse se livre dans des pratiques qui ne les honorent pas alors. Il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut faire attention dans la logique que on ne devrait pas mettre tout le monde dans le même paquet. Dans cette catégorie des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui sont déjà préparés, qui sont éduqués, et on essaye tant soit peu de les accompagner. C'est le travail que fait notre panel des experts pour la résolution 2250 pour la République démocratique du Congo. Nous essayons de faire un effort pour pousser les jeunes à être responsables. Et pousser un jeune à être responsable veut tout simplement dire autrement que vous lui donnez les responsabilités entre ses mains. Vous lui demandez d'aller à l'école parce que tu ne peux pas être dirigeant si tu n'as pas les minimums de connaissances. Et donc, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de faire, je voulais finir, excusez-moi. Combien de jeunes qui vont à l'école mais qui ne prennent pas leurs études au sérieux? Non, ça c'est un autre concept. Nous ne sommes pas là, nous parlons ici de la majorité. Nous parlons ici d'une proportion en termes de pourcentage des personnes sur qui la République compte. Et quand vous envoyez un enfant à l'école, ça veut dire que vous êtes en train de construire vous êtes en train de construire en lui tout l'avenir de la République. Et donc, l'enseignement est obligatoire, gratuit. Pour nous, c'est un acquis. C'est un acquis parce qu'au moins, on peut supposer qu'à un certain moment donné, quelqu'un, même à l'âge, il a fini les humanités, au moins, il sait lire, il sait écrire, il sait prendre sa petite famille en toute responsabilité. C'est cela. Aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de jeunes, tous les jeunes, sont devenus des politiciens. Aujourd'hui, chacun de ces jeunes a une carte d'un parti politique. Est-ce que pour vous, c'est une bonne approche ou c'est la manque d'emploi, tout simplement? Je voudrais ici tirer l'épingle à deux niveaux. La politique, c'est un concept et chacun y croit selon qu'il peut. Il y a ceux qui veulent aller en politique parce qu'ils en ont la force, ils en ont la compétence, ils en ont fait des études et ils estiment qu'ils peuvent développer leur savoir, leurs compétences dans la politique. C'est une bonne chose. La deuxième épingle que je tire ici, c'est de dire beaucoup vont en politique parce qu'ils pensent que c'est là qu'ils vont gagner des millions. C'est de l'argent gratuit et ils pensent qu'aller en politique, même quand tu as volé 2 millions, 50 millions de dollars, etc., on ne te fera pas des poursuites. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Alors qu'en réalité, la politique, c'est autre chose. La politique qui n'est rien d'autre que l'art de gérer la chose publique. Voilà, c'est tout simplement cela. Mais maintenant, il faudra plutôt se dire, ceux qui vont en politique, ceux qui décident d'aller en politique, ils ont quel profil? C'est un concept. Le fait d'avoir une carte d'un parti politique ne fait pas de vous forcément un politicien à part entière. Ça fait de vous un militant d'un parti politique, ça peut faire de vous un cadre d'un parti politique. Pendant les élections, nous avons vu beaucoup de jeunes postuler. Oui, il n'y a pas de problème, parce que tous, comme je le disais, moi, personnellement, c'est mon point de vue. Moi, je n'ai pas postulé et je ne pense même pas que je postulerai. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, vous envisagez d'abord de faire partie. Et donc, je voudrais simplement ici préciser que on ne devient pas leader que lorsqu'on est dans les partis politiques. C'est un concept que la jeunesse qui nous suit à travers votre émission devrait enlever de la tête. On n'est pas leader que quand on est dans un parti politique. Ou on n'est pas forcément leader que lorsque on adhère à un parti politique que forcément on devient leader. Être leader, c'est être presque au service des autres
sans rien attendre en contrepartie. Et donc, nous félicitons ceux qui estiment qu'ils peuvent aller être députés. C'est une bonne chose parce que la loi leur confère ce droit-là. La Charte africaine de la jeunesse, que ce soit la résolution 2250, le programme d'action mondiale de la jeunesse et tous ces autres instruments juridiques qui protègent les jeunes leur donnent la latitude d'aller compétir comme les autres. C'est une bonne chose. Mais y aller pour servir la nation, c'est la meilleure des choses qu'il soit, parce que ce que nous voulons, c'est que les jeunes qu'on place aux instances de décision soient réellement des personnes qui donnent des résultats escomptés. Il est inconcevable, inadmissible et intolérable que l'on place un jeune à une sphère de décision et que ce jeune-là n'efface pas la dignité des autres. Donc, nous encourageons ces jeunes qui vont dans les partis politiques, si réellement ils estiment que c'est là qu'ils peuvent servir, mais nous décourageons tous ceux qui pensent que c'est un politique qui a l'argent facile, c'est un politique qui a la notoriété facile, et quand tu entres en politique, c'est en ce moment-là qu'on commence maintenant à chanter. Le message est passé. Est-ce que vous-même, là, vous envisagez faire votre entrée dans la politique? Si oui, vous pouvez... Qu'est-ce que vous comptez apporter dans la politique congolaise? Vous avez tout de suite dit que nous sommes membres du panel des experts. Ici, nous sommes dans une matière d'expertise. Au-delà dessous, je suis juriste de profession de formation. Ça veut dire que lorsque nous intégrons une composante politique, pas forcément un parti politique, ça peut être un cabinet politique, ça peut être une organisation politique, de n'importe quelle nature qu'elle soit, notre rôle se limitera à apporter notre expertise. C'est cela qu'on appelle les technocrates. Bon, je ne dis jamais, parce que les voies de l'Éternel sont insondables. On peut un jour nous appeler à assumer des fonctions de responsabilité en tant que politique. Nous allons y aller sans problème. Si aujourd'hui quelqu'un vient me dire, monsieur Yav, voilà, il y a une ordonnance qui est en gestation, vous serez nommé ministre de la Justice. Je pars sans réfléchir. Pourquoi? Parce que j'estime que le peu de connaissances que nous avons, nous pouvons l'apporter au public, à la nation congolaise, et les gens peuvent profiter de notre participation à notre savoir. Sinon, finalement, je me pose la question, pourquoi on est allé à l'école? Pourquoi la RDC nous a instruits? Pourquoi est-ce que la RDC nous a offert l'école et tout le savoir? Alors, qu'est-ce que nous donnons en retour? Donc, donner en retour, ça veut dire, si on nous tend la main, nous allons venir pour donner notre expertise. Vous travaillez aussi avec des femmes autour de vous. Est-ce que vous pensez que l'apport des femmes dans la politique congolaise est assuré? J'avais cru entendre votre question autrement posée, mais bon, je vais quand même répondre de la manière dont vous la posez. Pourquoi penserions-nous que la femme ne peut pas apporter quelque chose pour la construction du pays? Pourquoi on ne peut pas y penser? Comme on dit à Lingala, là, moi c'est à ton Mbokate. Voilà pourquoi nous avons des préjugés. C'est tout à fait social, culturel. Et ces stéréotypes fondés sur les femmes prennent parfois du temps pour changer. Vous allez voir dans un contexte où les gens disent Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. Maintenant, ma question que je pose aussi aux mêmes personnes qui disent ça ou qui ont dit ça par le passé, parce que ce sont des concepts qui ont été évolutifs avant que nous ne naissions. C'est quoi Koliana Mobali? C'est la question que je pose. Moi, si à Tongangamboka, si quoi Nana Tongangamboka, Kaka Mobali et Monko, je crois que ce sont des stéréotypes qui existent au sein de la communauté. Et je vous en prie, allez-y. Revenir à la question, en fait, l'apport de la femme. Le contexte à travers le monde exige que quand on construit le monde, une société, on doit la construire sur base de l'égalité. C'est comme dans une famille. À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, on voyait dans une famille envoyer les enfants garçons à l'école et laisser les filles à la maison. Le contexte a prouvé que les filles qui vont à l'école sont même 2 fois plus intelligentes que les garçons. Donc, il faut essayer de mettre l'équilibre au sein de la communauté. La femme apporte ce qu'elle apporte. Elle a sa contribution qu'elle donne à la face du monde. Je peux vous citer des noms des personnalités féminines qui ont dirigé ce pays à certaines institutions, qui ont fait la fierté du pays. Je ne vais pas les citer ici pour en léser d'autres, mais au moins on en a connu,
On a eu quand même pour la première fois une femme à l'Assemblée nationale comme responsable. On a eu des femmes qui étaient ministres des Affaires étrangères et d'autres services publics des hauts rangs où les femmes ont apporté. Et je pense que nous ne nous sommes pas plaints des détournements de 2 millions, de 50 millions, comme on en a vu par d'aucuns, etc. Donc, l'apport de la femme est très important. Je voudrais finir par rapport à votre question, je voudrais finir par donner un seul exemple que je félicite et je continuerai à féliciter, si bien que la personnalité institutionnelle n'est plus dans ce service-là. Moi, je continue à féliciter. À l'époque, nous allions travailler à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui était encore INSS, Institut national de sécurité sociale. Lorsqu'on a mis une femme directeur générale, je vous assure, même le bâtiment a changé. On a mis des pots de fleurs, on a changé les bâtiments, on a mis des ascenseurs. Bref, on a senti un changement. Donc, c'était une femme qui était à la tête de cette institution, ce n'était pas un homme. Peu importe, ça dépend de la manière dont chacun prend les choses, mais je pense que nous devons construire le monde en mettant l'accent sur l'apport et des hommes et des femmes. Qu'importe que ce soit l'homme qui n'a pas... Si l'homme n'a pas travaillé, il n'a pas bien travaillé, il faut le sanctionner. Que ce soit la femme, pareil. Voilà. Aujourd'hui, dans ce pays, les taux de chômage atteignent presque 80%. Vous croyez qu'il y a une politique publique qui est mise en place pour créer des emplois dans ce pays? Les politiques publiques, il y en a beaucoup. Je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez l'ANADEC, par exemple, qui a été mise sur pied. Vous avez le FOGEC. Il y a le FSPEJ, donc le Fonds spécial pour l'entrepreneuriat, la promotion de l'emploi des jeunes, etc. Il y en a beaucoup qui ont été, en tout cas à l'avènement du président de la République Tshisekedi, on a senti beaucoup d'avènements. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui... Alors, je voudrais... pourquoi nous n'avons pas assez... Beaucoup de jeunes se retrouvent sans emploi. Beaucoup de jeunes sont sans emploi parce qu'il faut créer ces emplois-là. Et je dois vous assurer que si bien qu'il y a des politiques publiques existantes qui mettent en avant la promotion de l'emploi des jeunes, ce n'est pas du matin au soir qu'on trouve des emplois créés. Il faudrait un processus. C'est tout un processus. Mais vous avez cité le nom du chef de l'État. Il était là depuis... Alors, il a fait vous 5 devez ans. savoir que pendant les 5 ans, je ne suis pas défenseur judiciaire du président de la République, je ne suis pas son avocat conseil non plus. Nous sommes tous d'accord. On parle à des milliers de Congolais qui suivent cette émission. Durant les 5 ans, le président de la République a connu beaucoup d'embûches. Ça, vous devez le savoir. Et donc, on a profité peut-être de ces 3 dernières années, ou peut-être ces 2 ans et demi dernières ici, pour que nous puissions avoir les pieds dans le botte. Et donc, malgré cela, on a constaté que le président de la République, dans un de ses piliers, il a mis en œuvre la participation des jeunes. Et au-delà de tout ça, vous devez savoir que les instruments juridiques qui protègent les jeunes donnent accès aux jeunes à des responsabilités en termes d'entrepreneuriat. Quand vous citez, par exemple, je vois tel que l'ARSP, avec M. Miguel Katem-Kachal, l'autorité sur le marché privé, etc., dans les secteurs privés, on sent que la loi sur la sous-traitance trouve un contenu. Si bien que, au-delà de tout ce que l'on peut avouer ici, nos différentes lois, nos politiques publiques peuvent avoir peut-être une retouche en termes d'amélioration du contexte social actuel. L'emploi des jeunes reste encore un casse-tête. Ce n'est pas un casse-tête seulement pour la RDC, c'est un casse-tête pour tout le continent africain, mais pour tout le monde entier. Mais la différence est que, comme vous le savez, ce sont des efforts fournis de manière collective. Il y a la volonté politique qui est là, en mettant en place des ordonnances, en signant des ordonnances, en les mettant en place, des services publics qui existent. Il faudra aussi que les jeunes qui sont à la quête de l'emploi aillent chercher l'information. Il faudra qu'ils aillent chercher l'information. Je vous donne un cas. J'ai eu mon jeune frère. On cherche des informations, mais il y a des informations qui se passent à la télévision. On cherche des jeunes, peut-être pour les jeunes, pour qu'on puisse les employer. Mais quand vous partez là-bas, du coup, on a déjà employé, il y a déjà des personnes en fait bien signées en fait qui ont déjà récupéré tous ces postes. Est-ce que vous pensez que non, cette information-là servait à quoi? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ce positionnement-là, nous le connaissons. Il y a des gens qui sont déjà présélectionnés, même si ces gens n'ont pas passé le test, le concours tel que voulu. Mais ce sont des cas qu'il faut continuer à dénoncer. Parce qu'on ne peut pas... Tu sais, un droit, il n'est bon droit que lorsqu'on le connaît et lorsqu'on sait le défendre. Moi qui te parle là, on ne peut pas me voler mon droit
alors que je le connais minutieusement bien. Il faudrait, à un moment donné, savoir ce que l'on veut. Il est vrai qu'il n'existe pas qu'un seul appel à compétition. Il en existe beaucoup. Non, mais vous savez que chaque année, il y a de milliers de diplômés. Hein, il y a des milliers de diplômés, il y a aussi universités. des opportunités qui coulent en quantité industrielle. Il faudrait chercher l'info, il faudra avoir Internet, mais aussi, je l'ai dit, comme vous m'avez interrompu pendant que je voulais donner mon exemple, la plupart des jeunes ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas avoir la petite connaissance. Ils posent des questions. Combien kuna? Au Bengissinga na réunion kuna na conférence. Combien? Donc tu es d'accord? Donc ça veut dire que à ceux-là qui disent que non, le jeune congolais. Il faut apprendre. Les jeunes congolais sont des fainéants. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, pour moi, c'est une invective envers cette population-là. Je parle de mon exemple. Lorsque j'ai fini mes humanités, je venais de Lubumbashi, parce que c'est un coin reculé de la capitale. J'arrive à Kinshasa. Je suis allé travailler dans une ONG, comme bénévole. Et dans cette ONG-là, on m'apprenait à écrire, on m'apprenait à lire, on m'apprenait à faire un discours, on m'apprenait à saisir l'ordinateur, on m'apprenait tout ça. Et en 2 ans, j'avais appris à faire tout ça. Mais tu ne peux pas apprendre ça si tu restes à la maison. Il y a des opportunités. Tu sais, je ne sais pas, je parle peut-être en tant qu'intervenant, en tant que moi-même, parce que je parle de mon expérience. On ne peut pas être cultivé, avoir des relations, si forcément on reste à la maison, on reste catégoriquement à la maison. Il faut sortir. Ça veut dire, lorsque vous avez fini les humanités, vous avez fini les études, l'université, première chose, cherchez quelque chose qui vous occupe. Même à titre bénévole, allez-y. Beaucoup de gens pensent que quand il a fini les humanités, il a fini l'université, premier emploi, il doit avoir un travail à la direction générale des douanes excises, à la direction générale des impôts. Les gars, faites gaffe. La vie est très difficile. Même ceux-là qui sont entrés à la DGDA, à l'INSS et dans d'autres institutions que je n'ose citer ici, ce sont des personnes peut-être qui ont fourni beaucoup d'efforts avant d'y entrer. Et donc, il faut commencer par le faible commencement, apprendre les petits métiers, apprendre l'entrepreneuriat. Et moi, je me rappelle à l'époque, je l'ai dit la main sur le cœur, nous avions vécu des moments très difficiles dans notre famille. On n'avait pas de père, on était restés presque dans la rue. Et moi, à l'époque, j'étais très jeune. J'étais en train de vendre de la glace. Pas de la glace, de la crème. C'était de la glace. Donc, maï botié na bidon, bozu bidon, bokati na katikati, bozu maï botié na kati. Et ça, le kola libanga et tozaro tekango. Et les gens venaient chez moi, ils achetaient la glace. Et donc, l'entrepreneuriat dont on parlait tout à l'heure, c'est cela qu'il faut faire. Nous avons parlé de jeunes, nous avons parlé de la politique, mais aujourd'hui, il y a aussi des jeunes en fait, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que ce jeune trouve le financement facile de la part du gouvernement? Ce qui est sûr, je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été mis sur pied par le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, l'appui de la BAD, etc. Il y a beaucoup de projets qui existent, mais comme vous le savez, en tant qu'entrepreneur, à part entière, il y a des exigences pour devenir entrepreneur en tant que tel. Il faut avoir des documents légaux et puis il faut avoir tous ces éléments réunis pour survivre d'une subvention ou d'un accompagnement financier. Malheureusement, peut-être, je l'ai dit avec beaucoup de réserve, je ne sais pas si les jeunes qui ont compétit, est-ce qu'ils ont réuni tous les éléments requis ou demandés ou exigés pour être éligibles à avoir ce financement. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de projets. Il y a le projet PAD-MPE qui a existé, je crois qu'il continue à exister, en tout cas sauf sous réserve d'infos complémentaires. Ce projet existe, il a été financé copieusement et les jeunes qui ont répondu aux critères exigés par le ministère de la Jeunesse, je crois que ces jeunes-là ont eu l'accompagnement financier. Merci et d'autres, beaucoup, ils doivent continuer à avoir l'information. Merci beaucoup, ils devront continuer à avoir l'information. Comme je l'ai annoncé au début de cette émission, que nous allons aussi parler de la situation sécuritaire à l'Est. Alors, Idi Av, vous fréquentez l'Est de la RDC. Vous savez que la situation sécuritaire se détériore depuis quelques années à l'Est de la RDC. Pour l'instant, quelle est la situation humanitaire? Est-ce que les déplacés des guerres à l'Est, comment ils vivent? Est-ce qu'ils continuent à avoir au moins l'aide du gouvernement ou et des autres structures internationales? Je dois avouer que la situation humanitaire dans la partie est de la République
elle est très critique, elle est difficile. Comme vous allez le voir dans les images, nous avons été à Goma, plus précisément. On peut nous balancer ces images, comme ça on doit voir. Parlez. Donc, on a été à Goma, comme vous allez le voir dans les images. Nous avons été dans le camp des déplacés de Mugunga, de Boulengo, etc. Nous avons vu des milliers et des milliers de personnes qui vivent des situations très difficiles. Je dois vous avouer que la situation n'est pas facile. Il y a plus de 1 million de personnes que nous avons vues dans les camps des déplacés avec l'accompagnement de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit, Mme Pramila Paten, que vous avez vu en image. Nous nous sommes rendus là-bas, je vous assure que la situation elle est extrêmement difficile. Certes, il y a ce que nous connaissons, que nous ignorons par rapport à la situation politique du pays qui déchire la situation davantage. Et le président de la République, il travaille davantage pour trouver des réponses palliatives. Mais la population, elle vit des situations difficiles, je vous assure. Et l'aide humanitaire, est-ce que vous pensez qu'ils reçoivent l'aide humanitaire de la part du gouvernement et des autres partenaires au développement internationales? Ce qui est sûr, les partenaires au développement que nous avons rencontrés sur place continuent à donner leur appui, tel qu'UNICEF, Programme alimentaire mondial, et le Fonds des Nations Unies pour la population continuent à donner leur appui. Mais le nombre continue encore à augmenter. Vous avez vu, par exemple, ils ont prévu l'aide humanitaire pour 500 personnes, ou pour 500 000 personnes. Après, c'est 700 000 personnes. Après, c'est 1 million de personnes. Vous voyez comment la précarité devient difficile. Et donc, nous nous sommes dit que nous allons y revenir. Nous allons faire un effort pour revenir encore. Nous sommes allés là-bas 2 fois. Nous nous sommes dit d'y arriver pour la 3e fois. Et voir la mesure du possible. Nous avons continué à mobiliser les autorités politiques au plus haut niveau pour essayer de voir la possibilité de continuer encore à mener les plaidoyers au plus haut niveau des institutions de la République pour que l'on prenne en compte la situation humanitaire du pays. C'est vrai que la MONUSCO a été arrivée ici depuis plus de 20 ans pour pacifier la situation de l'Est de la RDC. Est-ce que vous pensez que non, cette mission onisienne fait vraiment bien son travail? Parce que sur le terrain, en fait, il n'y a pas vraiment assez de résultats. Je voudrais rester le plus impartial possible pour votre question, parce que même si on a épousé une femme, il ne suffit pas qu'elle commette une gaffe, qu'elle est la mauvaise femme de la terre. Je ne pense pas. La MONUSCO est venue à l'époque MONUC, nous sommes en 2000, 2001, 2002. Elle était venue avec une mission qui était demandée par la RDC. Elle est venue avec un cahier de charges. Il est certes vrai que la mission des Nations Unies au Congo, qui est la MONUSCO, pour sa stabilité, n'a pas totalement tout réalisé à cause de beaucoup de contraintes que toi et moi, on ne connaît pas. La MONUSCO n'a pas réussi sa mission. Je ne voudrais pas être dans votre logique. Je vous parle de ma logique à moi, parce que je suis avec ces humanitaires tous les temps. Il y a eu beaucoup de contraintes. Et ces contraintes ont fait que, dans leur cahier de charges, dans leur mission qui était tenue à être exécutée, ils en ont fait une partie. Et certes, l'autre partie n'a pas été faite pour beaucoup de contraintes que je n'ose citer, que je ne connais peut-être pas. Aujourd'hui, nous avons la radio Okapi. C'est juste un cas type. Nous avons la radio Okapi. Et grâce à la radio Okapi, nous avons les informations que nous avons tout de suite à la minute, qui nous viennent de Djougou, de Mahagi, qu'on ne pouvait peut-être pas avoir à l'époque. Donc, il faudrait rester le plus impartial possible, ne pas jeter toute la pierre à la MONUSCO, comme si on jetait la pierre à une femme qui n'a pas préparé ne fût-ce qu'un foufou. Mais quand on vous donne une tâche que vous n'arrivez pas à résoudre... Ça ne fait pas de moi, si on m'a donné une tâche que je n'ai pas pu réaliser à 100%, ça ne fait pas de moi quelqu'un de médiocre. J'aurais peut-être pu oser, parce que même à l'école, c'est lui qui a fait 50%. Donc vous n'êtes pas d'accord avec leur départ? Non. Si leur départ... Parce qu'ils envisagent déjà de quitter les... Il n'y a pas dans d'autres provinces, la MONUSCO est déjà partie. Oui. Dans le Kasaï, où je prenais l'avion avec la MONUSCO pour aller à Kananga facilement ou à Bujimaï, la MONUSCO n'est plus. Au Tanganyika, à Kalemi, par exemple, où on allait avec la MONUSCO, elle n'est plus. C'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est chaque chose à son temps. La MONUSCO est venue à l'époque pour accompagner la RDC. Je suis tout à fait d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire que tous les malheurs de la RDC, c'est la MONUSCO. C'est là que je ne suis pas totalement d'accord, parce que ensemble, on a pu faire ce qu'on a pu. Si les gens continuent à piller les minerais
les gens que vous connaissez, le peuple voisin qui continue à piller les minerais, ce n'est pas la MONUSCO qui a pillé les minerais. Monsieur dit, il y a beaucoup à dire sur ça, il y a beaucoup mais à dire. Le temps nous fait défaut. Alors voilà la toute dernière question. Qu'est-ce que vous trouvez mal dans ce pays qu'on devrait changer, vous en tant que jeune? Ce que je trouve mal, pour moi, qu'on devrait changer, c'est la qualité des dirigeants. Moi, à mon avis, j'estime qu'on devrait, et c'est le moment ou jamais, de pouvoir placer des bons dirigeants à des bons postes de responsabilité. Parce que quand vous placez un mauvais dirigeant à un poste qui ne lui convient pas, ne pensez pas que ces dirigeants-là vont apporter des changements. En commençant par le président de la République. Lui-même, il a renoué son mandat et nous estimons que dans les 5 prochaines années qui vont venir, le président de la République nous fera vraiment le bonheur de nous placer des bonnes personnes à toutes les institutions. Il est pour moi inconcevable de placer quelqu'un à un poste de responsabilité et qui vous détourne 2 millions de dollars américains sans qu'il n'y ait... Merci beaucoup, Eddie Eve, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Cette émission, on ne vit pas, mais vide, hein, parce que comme l'intitulé dit, et maintenant on fait comment? Avec tous ces problèmes que nous venons de soulever, si vous pouvez regarder la caméra et puis résumer, soyez bref. On fait comment? C'est ça le titre de l'émission. On fait comment? On fait comment? On doit prendre conscience. Nous sommes dans un nouveau mandat. Chacun de nous, en ce qui le concerne, doit prendre conscience pour apporter de l'aide à la RDC dont elle a besoin. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que j'avais reçu sur ce plateau Eddie Yave, coordonnateur national du panel d'experts de la résolution 2250, le chapitre de la RDC. Et avec lui, nous avons parlé de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nous avons parlé de la vie sociale des Congolais sur tous les plans. Nous avons aussi parlé de la jeunesse congolaise face à la politique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis avec beaucoup plus d'attention. Merci à vous pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.